Chers amis auditeurs et auditrices de la Voix des Grands Lacs, bonjour. Ce matin, nous avons un invité de marque qui n'est autre que Monsieur Mirogne Germain. Mirogne Germain est président de la nouvelle dynamique de la société civile du Nord Kivu. Bonjour, cher Monsieur Mirogne. Oui, bonjour, cher Ndakzimana Jamaru. Bonjour, bonjour. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation d'abord parce qu'effectivement, il est encore très tôt à Goma et dans toute notre région. Mais bon, c'est l'heure d'aller travailler, je sais. On ne sera pas long. On va vous prendre le temps qu'il faut, mais sans être très très long. Dites-nous, quelle est la situation actuelle? Je ne vais pas vous demander Vous pouvez le faire, hein, dire bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Mais vous pouvez directement entrer en matière. Je voulais savoir quelle est la situation sécuritaire au front de la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une légère amélioration, un mieux, ou alors la situation est telle qu'elle était hier et avant-hier et les autres jours? Oui, merci, cher Ndakzimana. Bien que vous l'ayez dit, je ne peux pas y aller sans saluer tous ceux-là qui nous écoutent. Nous, de notre part, en qualité de président provincial de la nouvelle dynamique de la société civile, d'ailleurs, on m'a toujours nommé les gardiens des temples, nous regardons la situation sécuritaire qui prévaut la province du Nord Kivu. En tout cas, il n'y a pas de neuf, sauf que sur la ligne des fronts dans l'axe Walikale, la situation semble être calme malgré les agitations des terroristes du M23 qui menacent toujours progresser, mais les patriotes Ouazamendo, en collaboration avec l'armée régalienne, les FARDC, tiennent toujours Motekis en déviant toujours les menaces qui pouvaient porter les ennemis. Du côté de Rutshuru, c'est hier lundi le 12, où nos sources nous ont signalé que les terroristes d'IM23, dans leur sale besoin, dans leurs aventures, étaient piégés par les patriotes Ouazalendo et leur général a été capturé, a été tiré et il a rendu l'âme sur les champs même. Et 3 de ces gardes de corps ont été capturés vivants et qu'ils se retrouveraient dans les mains des patriotes Ouazalendo. Ici, je tourne dans la ville de Goma où je me trouve présentement. La situation reste calme malgré les agitations. Vous savez que la ville de Goma est aussi aux yeux des ennemis, les terroristes. Oui, je disais que ces ennemis tentent de menacer la ville de Goma, mais l'armée régalienne est toujours aux aguets. La situation reste calme, bien qu'il y a toujours de tueries d'ici et de là, en dehors des efforts conjugués par les gouvernements provinciaux, en dehors des efforts conjugués par l'armée, la mairie et consorts, vous êtes sans ignorer que la mairie a toujours proclamé ses efforts. Il y a une affaire de 500 assaillants capturés par l'armée et la police. C'est là qui menace, c'est là qui tue, c'est là qui exécute la population. Il y a une affaire de 500 qui ont été capturés, présentés aux médias, et une affaire de 250 armes qui ont été récupérées des mains de ces assaillants. Mais le bilan reste toujours mitigé malgré tout ceci, parce que les tueries ne cessent de se répercuter. Et donc, il n'y a rien d'amélioration. La situation continue à se dégrader. Pour la ville de Goma, d'après vous, l'insécurité provient de quoi exactement? C'est un phénomène local, purement local, où il y aurait peut-être des infiltrations étrangères ou des actions de sabotage de la part des agresseurs, justement. Oui, les responsabilités sont partagées.
d'une part, il y a les infiltrations des agresseurs. Vous savez, les gouvernements, les régimes Kagame nous a filtrés, bien sûr, à travers leurs supplétifs, les M23, ils nous ont filtrés et c'est par là qu'ils exécutent les paisibles citoyens. Et ceci, donc, c'est à travers aussi l'irresponsabilité du gouvernement congolais. Pourquoi je voudrais le dire? C'est parce que le gouvernement congolais n'a pas encore su améliorer les systèmes sécuritaires de la province. Et donc, l'ennemi profite cette manière de faire de notre gouvernement. Et chaque fois, nous avons toujours interpellé, nous avons toujours rappelé à notre gouvernement d'améliorer les systèmes sécuritaires, d'échanger leur stratégie. Nous avons foi et confiance que peut-être demain ou après demain, notre gouvernement, notre armée pourra attendre nos recommandations et les choses peuvent s'améliorer. En dehors de cela, selon la population, on ne s'attendait pas. On ne peut pas manquer à saluer certains efforts conjugués par le régime en place, le gouvernement provincial, le gouvernement central, mais aussi les éléments de l'ordre, les services de sécurité. Il y a certains efforts quand même conjugués. C'est ça le rôle de la société civile en fait. Votre rôle, ce n'est pas de blâmer, mais de communiquer vos préoccupations et vos observations sur ce qui se passe. Surtout que vous êtes de Goma, vous savez ce qui se passe à Goma et dans les autres territoires du Nord Kivu. Donc c'est vraiment votre rôle. Personne ne peut vous blâmer pour l'avoir fait, au contraire. Oui, merci pour votre appréciation, cher Ndagzimana. Vous savez que la Voix des Grands Lacs, comme vous le savez, c'est une radio-télévision qui se préoccupe justement de la paix, qui veut contribuer à ramener la paix dans la région par la communication et par la synergie avec les autres forces de la société civile du Nord Kivu et de la région des Grands Lacs en général. Notre gouvernement, notre armée pourra attendre nos recommandations et les choses peuvent s'améliorer. En dehors de cela, selon la population, on ne s'attendait pas. On ne peut pas manquer à saluer certains efforts conjugués par le régime en place, le gouvernement provincial, le gouvernement central, mais aussi les éléments de l'ordre, les services de sécurité. Il y a certains efforts quand même conjugués. D'accord, certains efforts conjugués. De toute façon, de la société civile, hein, votre rôle, c'est effectivement de relever les erreurs, les fautes même, quand c'est nécessaire, et de les communiquer à qui de droit. Le qui de droit aujourd'hui, c'est le gouverneur provincial, ce sont les autorités provinciales, la police, l'administration en général, mais aussi le gouvernement central à Kinshasa. Et de ma part, j'ai toujours suivi les émissions produites par la Voix des Grands Lacs et je les ai toujours partagées, discutées avec mes différents collègues. Et donc, la population apprécie exceptionnellement la Voix des Grands Lacs. Pourquoi nous l'apprécions? C'est parce que d'abord, la Voix des Grands Lacs organise des émissions qui sont inclusives. Inclusif en sorte qu'on se rencontre qu'il n'y a aucun peuple qui se trouve écarté. Il n'y a aucun pays membre de la région qui se trouve écarté. Contrairement aux autres émissions, aux autres stations, aux autres organisations médiatiques qui semblent être discriminatoires. Ça, c'est un. De deux, ce qui nous attire encore de la Voix des Grands Lacs, c'est la lanterne des sujets, les sujets évoqués. On rencontre que ce sont des sujets qui sont toujours à la une, que la Voix des Grands Lacs a toujours organisé. La troisième des choses,
vous, en tant que coordonnateur de la voix des Grands Lacs, présentateur de la voix des Grands Lacs, la façon dont vous modérez les différents débats, les différents sujets, les différentes réactions, ça nous attire en sorte que tout le monde apprécie, tout le monde a envie d'intervenir à la voix des Grands Lacs. Voilà en quelques mots notre appréciation au niveau de la région du Nord Kivu, comment est-ce que nous vous consommons. Très bien. En tout cas, merci pour les encouragements. On va poursuivre nos émissions. Donc, notre émission de ce matin, après avoir brossé la situation sécuritaire actuelle, d'ailleurs, c'est une... je ne dis jamais que la mort de quelqu'un, ce n'est jamais une bonne nouvelle, mais quand même, les agresseurs, quand ils s'envoient, quand ils viennent au Congo pour tuer les Congolais et que certains sont neutralisés, on peut considérer que ce sont des bonnes nouvelles. Et s'il y a un général rwandais du RDF ou du M23, comme on le dit souvent, qui est neutralisé, c'est tant mieux pour les populations congolaises qui respirent un tout petit peu. Alors, on va maintenant parler de la situation diplomatique, ou plutôt de la manière dont la recherche de la paix est menée par le gouvernement et aussi dans la région par le gouvernement local ou provincial. Est-ce que la société civile congolaise en général, ou plutôt la société civile du Nord Kivu, apprécie le processus de Luanda, les pourparlers qui se déroulent, ou alors qu'est-ce que vous reprochez à ce processus? Comment voyez-vous l'intérêt de ce processus de négociation ou de pourparlers avec le Rwanda et avec le M23? Vous savez, cher Dagimana, le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir dans une période très critique. En dehors de cela, il y a les Rwandais qui s'imposent à travers la guerre en infligeant deux guerres répétitives. Alors, on a incombé tout ça. Population, on a apprécié d'abord l'engagement personnel du président de la République. On a apprécié sa façon diplomatique. Mais la chose qu'on a pu remarquer est que le président Félix Tshisekedi serait lui-même. Il est seul dans ses managements. Quand il se trouve seul, c'est par là que lorsqu'il envoie une délégation dans différentes assises. Là, je cite le processus de Luanda, je ne sais pas où. Ce dernier qui semblerait représenter la population, qui semblerait représenter les peuples congolais, sont animés par les mauvais esprits. Et c'est par là que, au lieu de développer les sujets très sensibles, ils semblent dérailler. Donc, ils abandonnent ce qui serait la préoccupation, ils parlent des inutiles, et ceci pour seulement consommer l'argent du contribuable congolais. Et donc, le processus de Luanda, sur le texte, serait appréciable, mais la façon, la praticabilité des différents accords, des différentes discussions, c'est ce qui fait un problème. Cher Lagizimana, vous êtes sans ignorer que chaque fois quand la RDC est en train d'engager la diplomatie, d'engager les discussions, les Rwandais, contrairement, nous a toujours amené des guerres. Les Rwandais font la guerre et gagne des territoires, gagne des villages, gagne des localités sur les sols congolais. Et cela, on se demande en quoi serait encore utile le processus. Le processus en soi, c'est salutaire, mais les plans exécutoires. Donc, on rencontre qu'il y a toujours l'hypocrisie entre les parties prenantes. Mais en dehors de cela, du côté congolais, il y a insuffisance d'informations
de la part de ceux-là qui engagent la partie congolaise au sein des discussions. Et par là, nous avons toujours demandé au président Félix Tshisekedi d'échanger sa manière de faire, d'échanger ses délégués. On a toujours recommandé que quelquefois, tout ce qui s'est fait sans moi, c'est fait contre moi. On a toujours rencontré les gouvernements congolais engagent des discussions sans consulter la population, sans consulter les peuples victimes, les peuples meurtriers. Et c'est par là que la délégation part souvent avec des insuffisances. Nous implorons chaque fois au gouvernement d'engager des discussions qui inclut la population locale, la population, la société civile qui maîtrise tant bien que mal la situation sur place. Et donc, diplomatiquement, on apprécie, mais on recommande que on devrait d'abord prendre, le gouvernement congolais devrait prendre ses responsabilités. Et quand je parle de prendre ses responsabilités, je voudrais souligner que le gouvernement congolais devait cesser de croire que ce sont ses partenaires, ce sont les étrangers qui qui devraient résoudre les problèmes qu'en découlent, mais plutôt c'est le peuple congolais a donné mandat au président Félix Tshisekedi et ses parlementaires, et c'est à eux de résoudre les problèmes. Les partenaires ne seront là qu'accompagnés des mesures appropriées. Et par là, je souhaiterais à ce que je recommande d'ailleurs avec un ton fort à notre gouvernement d'orienter, d'ordonner à notre armée d'abandonner la distraction dans laquelle elle est plongée. Le cessez-le-feu ne nous amène à rien. Le cessez-le-feu a toujours été violé par la partie terroriste, le M23 et le Rwanda a toujours violé. Et donc, notre armée devait s'engager, devait engager l'offensive plutôt que la défensive. Il devait engager une guerre aux ennemis, aux terroristes et les bouter dehors. Et c'est par là que le processus devait maintenant se dérouler comme il se doit. On devait se battre tout en parlant. Hein? Fight and talking, mais pas talking only. On a toujours rencontré que nous sommes distraits. Malgré tout ceci, vous aviez rencontré le cessez-le-feu et la trêve humanitaire. Et ça ne nous a rien apporté, plutôt ça avantageux les gouvernements du Rwanda avec leurs alliés, les M23. Et donc, c'est une série de recommandations. Mais d'une part, nous félicitons le président Félix Tshisekedi à travers ses bravoures qu'il fait montrer, son engagement qu'il fait montrer, mais nous lui recommandons d'être pragmatique et d'éviter beaucoup de promesses, d'éviter beaucoup de paroles, plutôt de passer aux actes. Et les actes que nous soulignons, c'est d'engager la guerre. Il doit engager la guerre, il doit ordonner l'armée de faire la guerre, l'armée de passer à l'offensive plutôt qu'à la défensive. Voilà, cher Jean-Marie. Alors, justement, pour parler de l'armée, vous êtes de Goma, vous les voyez, hein, vous voyez les militaires, vous savez que lorsqu'ils se battent, effectivement, il y a des résultats qui sont atteints, contrairement à ce que l'on croit. C'est le feu peut-être qui les handicape. Maintenant, est-ce que la population fait totalement confiance à son armée? Oui, pour cette question, je reste toujours ouvert. Je remercie, je loue d'abord la collaboration qui existe entre la population et l'armée. La population congolaise, la population du Nord Kivu en particulier,
doit beaucoup de confiance à son armée. Et c'est à travers cela que d'ailleurs il y a un peu de résistance contre l'agression. C'est à travers cette collaboration qui existe entre la population et l'armée que l'ennemi semble un peu coincé aussi. En tout cas, il y a une collaboration. En dehors de cela, tel que vous le disiez, les effets de la guerre, d'après tout, la guerre n'est pas bonne. Mais, comme vous le savez, c'est bientôt 3 décennies que nous subissons des guerres à répétition. Il y a beaucoup, nous sommes au-delà de 11 millions de personnes tuées par cette guerre d'agression. Et donc, il n'y a plus rien de craindre la guerre. Et nous, la population du Nord Kivu, souhaiterait voir le président Félix Tshisekedi déclarer l'état de guerre. Dans l'état de guerre, il y aura ceux-là qui vont succomber, mais il y aura quand même la fin. On doit engager la guerre une fois pour toutes au lieu de demeurer dans la distance. Nécessaire le fait que nous imposent les multinationales, et ça profite toujours l'ennemi parce que quand notre armée observe les cessez-le-feu, les terroristes d'M23 avec leurs alliés, c'est par là qu'ils profitent à progresser, à engager de guerre. Et notre armée a toujours eu du mal à se défendre parce que il suffisait que je t'engage les premiers coups. Et vous comprenez que vous aurez déjà endossé. Et donc, c'est comme ça, cher Nagimana, la collaboration existe entre la population et son armée. La confiance est toujours étroite. Très bien. Alors, on a parlé d'une mission parlementaire congolaise qui doit se rendre à Kampala et elle serait conduite par M. Lambert Mende. C'est le président de l'Assemblée, de la Chambre basse, M. Kamer, et qui l'a annoncé. Je ne vais pas vous demander si vous êtes d'accord ou pas, parce que la décision a été prise, et puis les parlementaires, effectivement, ce sont vos représentants, les représentants du peuple, qui ont souhaité et décidé cela. Quel message, vous, en tant que société civile du Nord Kivu, qui subissait cette guerre, qui voyait quand même passer aussi de temps en temps des militaires ougandais, qui savaient qu'il y a l'opération Shuja, vous savez, les conséquences sur la lutte contre les ADF et aussi parfois les populations civiles qui en sont victimes. Et parfois, on a même parlé de l'aide ougandaise au M23. Bon, le gouvernement n'a pas pris compte de ça, mais il y avait quand même peut-être quelques éléments. Quel message souhaitez-vous que les députés congolais délivrent à l'Assemblée nationale ougandaise et au gouvernement ougandais, compte tenu de la situation des relations entre les deux pays? Tel que je toujours parle, que tout ce qui se fait sans moi, se fait contre moi, notre gouvernement a toujours cette habitude d'engager la population congolaise sans pouvoir les consulter. Ça, c'est un. Si notre gouvernement pouvait avoir le courage de nous consulter, nous qui sommes sur terrain, nous qui subissons cette guerre d'agression, on l'aurait pu les recommander de faire autrement que ce qu'ils font. Alors, comme l'Assemblée nationale a pris la décision, vous savez que il fait à peine 2 semaines que même notre président, son Excellence Félix Tshisekedi, s'est vu avec le président Yoweri Museveni. Ils se sont parlé. Et je pense que pour amplifier leur pourparler, c'est pour ça que le président de l'Assemblée envoie certains membres du Parlement congolais en Ouganda. Et donc, comme l'effet est accompli, nous ne sommes pas une société civile pour faire un bras de fer avec notre gouvernement, bien que notre
charte nous dit que nous sommes quelque part, nous devons faire des contre-plans en cas de dérapage, mais ce que nous souhaiterons, ce que nous recommandons à nos représentants, à la délégation parlementaire qui fera des discussions en Ouganda, c'est quoi? C'est d'abord de demander au gouvernement ougandais de respecter les clauses, de recommander à leur armée à respecter des clauses. Et les clauses que je parle ici, le contrat signé entre les FARDC et le UPDF, c'est quoi? C'est la collaboration bilatérale pour traquer les terroristes et les ADF. Alors, côté Bunagana, la prise de Bunagana, selon nos observations, était facilitée par l'armée ougandaise. Et jusqu'aujourd'hui, le gouvernement ougandais contribue pas mal à l'agression faite par les terroristes. Pourquoi je le dis? Quand on observe toute la partie limitrophe de l'Ouganda occupée par les terroristes, toute l'aventure est facilitée par l'Ouganda parce que les terroristes traversent facilement, sans inquiétude, le Congo et l'Ouganda. Tous ceux qui le pillent sur le sol congolais traversent l'Ouganda pour aller trafiquer le Rwanda. On se demande pourquoi l'Ouganda ne peut pas limiter cette aventure. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, il se raconte que non, Museveni a donné injonction aux M23 d'abandonner les tronçons Ouganda-Goma. Mais on ne sait pas jusque-là parce que ça se raconte aux réseaux sociaux. Et donc, ce que nous recommanderons à notre délégation parlementaire qui fera discussion avec l'Ouganda, c'est seulement le respect des clauses, mais aussi de respecter la souveraineté de notre pays. Et d'ailleurs, par là, je vais interpeller à notre Parlement de se rappeler que le Congo est un État souverain. Et un État souverain, la sécurité de son territoire national ne doit pas dépendre de notre pays étranger, d'un partenaire plutôt, ça doit dépendre des dirigeants de ces pays, des propres dirigeants, des propres gouvernements de ces pays. Voilà un peu de mots, cher Ndagijimana, ce qu'on peut recommander au Parlement congolais qui va se diriger bientôt à l'Ouganda. Alors, une autre question qui revient souvent dans les échanges, hein, effectivement, sur les médias sociaux, et ailleurs, on parle souvent, et d'ailleurs dans le processus de Luanda et dans les dîners pour parler, ils en ont beaucoup parlé, c'est l'exigence de neutralisation des FDLR, mais aussi le retrait des troupes rwandaises du territoire de RDC. Et est-ce que vous pensez que ces deux éléments méritaient leur place dans ces échanges-là et dans les décisions prises? Et d'ailleurs, est-ce que c'est réalisable? Oui, cher Ndagijimana, vous savez que dans notre récente déclaration, on a qualifié ces deux sujets comme des sujets sans débat, des sujets muets. Pourquoi? Les FDLR, les prétextes FDLR sur le sol congolais. Nous, on se demande quels seraient ces FDLR que le gouvernement rwandais a toujours parlé. Et on a observé, on a trouvé que le Rwanda manque les sujets, manque quoi dire, mais il profite l'ignorance des représentants congolais à ce débat. C'est par là qu'il glisse le mot FDLR. Nous qui sommes sur terrain, on a observé que c'est là que les gouvernements de Kigali, c'est là que M. Kagame appelle FDLR. Ce sont seulement ces réfugiés hutus rwandais qui se trouvent sur le sol congolais. Ça, c'est un. D'aider
ce sont ces Congolais qui parlent le Kinyarwanda. Et donc, pour Kagame, les deux partis forment ce qu'il appelle FDLR. Et si il y aurait un nombre très minime de ceux-là qu'ils appellent FDLR, en quoi ça gêne les Rwandais? En quoi ces FDLR gênent le gouvernement de M. Kagame? C'est là que M. Kagame a toujours tiré sans cause. Ce sont des réfugiés hutus congolais qui se trouvent sur le sol congolais, qui cherchent à se sécuriser. Quand ils sont menacés par les Tutsis envoyés par M. Kagame sur le sol congolais, ces réfugiés hutus ont toujours cherché aussi à se défendre. Ils ont toujours cherché à se protéger. Et comme Kagame a son armée, a son arsenal, il a toujours exécuté ce dernier. Et c'est cela qu'il appelle FDLR. Et donc, pour nous, la nouvelle dynamique de la société civile, les mots FDLR n'a plus raison d'être parlé lors des assises et lors des différents processus. La neutralisation des forces et le retrait de l'armée rwandaise. Des éléments de l'armée rwandaise. Bien sûr, la neutralisation des forces. On ne sait pas jusque-là parce que ces accords sont toujours aussi, ça incarne beaucoup d'hypocrisie. On ne sait pas quelles seraient ces forces qui seront neutralisées. Ici, la force qui nous gêne beaucoup, qui nous agresse, c'est les M23. Nous avons, vous savez, les Wazalendo, les patriotes Wazalendo, c'est une force. Est-ce qu'on va venir la neutraliser? On ne sait pas. Les Maï, les qui que ce soit, ce sont des forces. On viendra les neutraliser. D'ailleurs, dans le processus, pour parler de Luanda, Nairobi 1, Nairobi 2, toutes ces forces locales étaient prêtes à abandonner les armes. Mais quand ils ont trouvé que les M23 continuent à agresser le peuple congolais, c'est par là qu'ils persistent. Mais aujourd'hui, ce sont des réservistes, ce sont des patriotes, c'est le peuple congolais qui se défend. Et donc, ça c'est la première hypocrisie. La deuxième hypocrisie, le retrait des éléments de l'armée rwandaise. Kagame, bien sûr, en parlant de retrait, il a déjà reconnu que c'est lui qui agressait le Congo. Mais il n'a jamais donné les plans de retrait de ces éléments. Et jusque-là, il ne reconnaît pas d'abord les nombres. Et par là, les négociateurs dans le processus de Luanda, on se demande quels seraient les mécanismes qu'ils vont amorcer. Et quand on taxe à la RDC de neutralisation des FDLR, on ne sait pas comment la RDC va identifier ces FDLR. Et c'est là, nous, comme défenseurs des droits de l'homme, c'est ce qui nous choque. D'ailleurs, on va toujours porter plainte, on doit poser plainte contre tous ceux-là qui indexent les réfugiés à des FDLR. Les réfugiés ne sont pas des FDLR. Les réfugiés hutus rwandais qui se trouvent au sol congolais, ils s'y trouvent à la recherche de leur protection. Ils sont désignés comme tant d'autres et le gouvernement congolais a l'obligation de les protéger. Et donc, nous comprenons que par là, les deux termes FDLR, neutralisation des forces, retrait des éléments de l'armée rwandaise, ce sont là les mots que Kagame utilise seulement pour distraire la délégation congolaise. Vous êtes sans ignorer que le patron, la patronne du ministère des Affaires étrangères de la RDC, c'est une dame, oui,
que je respecte beaucoup, mais sur le plan diplomatique, en cette matière, elle n'a pas la vraie version, elle reste ignorante de la matière. Et j'implore au gouvernement de consulter la population locale, de consulter la société civile qui possède à fond les vraies versions, les vraies matières. Voilà, cher Jamal. Alors, pourtant, on dit que la ministre actuelle des Affaires étrangères en RDC a longtemps séjourné dans le Nord Kivu pour des actions humanitaires, justement, pendant cette période de guerre, hein, avant d'être ministre. Donc, elle connaît quand même la région, elle connaît le sujet. Elle a peut-être un style différent de celui de Lutundula, mais apparemment, elle connaît beaucoup la région. Elle a séjourné longtemps dans cette région. Vous savez que les animateurs gouvernementaux congolais sont animés par la mauvaise volonté. Alors, elle travaillait pour les Nations Unies, effectivement. Elle ne travaillait pas pour le gouvernement. Elle travaillait pour une agence, Oui, peut-être l'UNICEF ou je ne sais plus qui, pour une agence des Nations Unies. cher Ndagijimana, bien qu'elle a travaillé au compte des Nations Unies, c'est d'ailleurs ce qui la pousse à ignorer la vraie version. Parce que la version que donnent les Nations Unies a toujours été contraire de celle-là que nous donnons. Cette dame, elle a travaillé aux côtés des Nations Unies. Elle a tout fait pour plaire les Nations Unies, mais pas pour plaire les peuples congolais. Elle a préféré maîtriser l'affaire dans la manière dont les Nations Unies, son patron, l'a recommandé. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes confusions avec lesquelles elles partent souvent dans des discussions à Luanda et à différentes rencontres. Et c'est ce qui l'anime, elle, avec sa délégation, ce qui la plonge dans la boue, ce qui permet à ce que M. Kagame, qui actuellement nous qualifie à un grand terroriste africain, a faire tremper la délégation congolaise dans la boue. Donc, le fait que cette dame a sillonné dans la région, dans la province du Nord Kivu, ne la donne pas suffisamment des informations ou la bonne volonté d'engager des discussions suffisantes, des discussions convaincantes dans différentes assises, dans différentes rencontres. Je vous remercie beaucoup, cher Mironi Germain, président de la nouvelle dynamique de la société civile du Nord Kivu, pour toutes les idées et les suggestions que vous faites. Je pense que les gens de Kinshasa vous écoutent, hein, et ils ne manqueront pas d'y faire suite. C'est une question de confiance mutuelle aussi. Le gouvernement doit faire confiance à sa population et surtout aux représentants de la société civile, aux leaders d'opinion, aux élus locaux. Et effectivement, comme vous l'avez dit, si dans les délégations du gouvernement, dans cette situation de guerre, on pouvait tenir compte de l'avis des populations locales, je veux dire de leurs représentants. Vous n'êtes pas un élu, vous êtes de la société civile, et vous êtes organisé pour parler au nom de vos parents, au nom de votre peuple. Et je crois que ça pourrait donner une sorte de... Ça pourrait apporter une plus-value à la position ou aux informations que posséderait la délégation congolaise lors des pourparlers. Vous avez bien sûr suggéré, et beaucoup vous rejoignent sur cette position, vous avez suggéré que oui, c'est vrai, on doit peut-être poursuivre les pourparlers, mais s'il y a violation du cessez-le-feu, comme c'est le cas, de manière permanente d'ailleurs, par l'armée rwandaise et le M23, l'armée congolaise ne devrait pas rester sur la défensive. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous proposez. Je suppose que là aussi, ils vont vous écouter. Et je vous recommande, il est vrai, si c'est possible, hein, je vous recommande de garder le contact avec le gouvernorat militaire qui tient l'administration de votre province.
Est-ce que vous auriez un message Oui. final avant la clôture de cette émission, si vous avez un message à adresser à la population, à la société civile, au gouvernement, le message qui vous tient à cœur? Oui, cher Ndagzimana, le message est très court. C'est une série de recommandations. Là, je commence d'abord par notre président de la République, de voir sa façon de faire sa diplomatie, mais aussi de renforcer son entourage, de trier bien son entourage, parce que son entourage est rempli des hypocrites, est rempli des ennemis. Ça, c'est pour l'excellence Félix Tshisekedi. Et pour les parlements congolais, d'être animés de bon esprit, d'esprit patriotique, de développer les débats qui seraient toujours au profit de la population, les souverains primaires. Et pour notre armée, de rester toujours une armée régalienne au profit de l'offensive. Ils doivent engager l'offensive. Ils ne doivent pas attendre qu'ils soient toujours pointés par l'ennemi. Plutôt, ils doivent commencer à pointer l'ennemi en première place. Ça, c'est voilà ce que je voudrais dire. Et pour donc les services de sécurité, ils doivent les faire d'une manière loyale, mais pas d'une manière là désorganisée. Pour nous, la population, la société civile, nous devons toujours avoir confiance avec notre gouvernement, nos dirigeants, notre armée surtout. Nous avons une seule armée, les FARDC. Nous devons toujours collaborer avec notre armée, nous devons aussi dénoncer partout où serait l'ennemi. Voilà en peu de mots ce que je peux recommander, mais aussi à nos différents partenaires, les partenaires de notre gouvernement. Ils doivent quitter l'hypocrisie. Ils ne doivent pas jouer à la malice d'un couteau à double tranchant. J'ai recommandé aux partenaires d'être des partenaires fiables. Soit ils sont partenaires à la RDC ou soit ils sont partenaires au Rwanda. Nous vous remercions beaucoup d'avoir participé à cette émission et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, cher Ndagijimana Jamari. Je remercie tous les organisateurs de la Voix des Grands Lacs. Je remercie tous nos auditeurs. Je remercie la population du Nord Kivu en particulier, la population congolaise en général, pour la confiance qu'elle continue à devoir à nos dirigeants congolais, à notre armée et aux services de sécurité et à la société civile dans sa diversité. Merci beaucoup.